États-Unis. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, avocat, fondateur du Substack Les Chroniques et Grégoriennes et auteur de cet ouvrage Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michelon. Et puis, donc, vous êtes notre chroniqueur. Vous nous permettez de mieux suivre et de mieux comprendre dans l'analyse, dans le fond, ce qui se passe réellement aux États-Unis. Et souvent, ça a une influence chez nous. Alors aujourd'hui, vous situez revenir, et ça m'intéresse tout particulièrement sur cet article du New York Times qui a admis que la CIA disposait de 12 bases sur le sol ukrainien depuis 2014. C'est vrai que c'est étonnant venu du New York Times. Alors, quel est le dessous de cette affaire? D'abord, que révèle-t-il exactement? Alors, vous avez raison, c'est un article qui, à mon avis, est très important parce qu'il indique un infléchissement du récit américain sur la guerre en Ukraine. Et l'article s'appelle La guerre des espions, comment la CIA aide secrètement l'Ukraine à lutter contre Poutine. Le choix des mots est d'ailleurs intéressant parce que contre Poutine et pas contre la Russie. Et il a été écrit par deux journalistes du New York Times qui s'appellent Adam Entance et Mitchell Fierce. C'est assez important parce que Adam Entance est coutumier du fait. En fait, depuis plusieurs années, il avait déjà signé un article dans le New York dans le Washington Post en 2017 sur le Russiagate, qui était déjà en fait une façon d'infléchir ou en fait de sauver John Brennan a priori sur des révélations embarrassantes qui allaient venir sur les sources du Russiagate. Donc cet article est à mon avis quelque chose de très intéressant, de très important qui va avoir des conséquences puisque au travers d'Adam Entance et Mitchell Schwirtz, c'est directement la CIA qui s'exprime. Vous l'avez dit, l'article révèle la présence de 12 bases militaires, de 12 bases de la CIA financées, aidées par la CIA le long de la frontière russe, qui est quand même très très étonnant. Et rien que de lire le début, par exemple, de cet article, on voit quand même qu'on est dans quelque chose qui est très scénarisé de la part de la CIA. Voilà, je vous cite la première page. Nichée dans une forêt dense, la base militaire ukrainienne semble abandonnée et détruite, mais les apparences sont trompeuses. Non loin de là, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions russes et écoutent les conversations entre les commandants russes. Le poste d'écoute dans la forêt ukrainienne fait partie d'un réseau de bases d'espionnage soutenu par la CIA, construit au cours des 8 dernières années, comprenant 12 emplacements secrets le long de la frontière russe. C'est très très étonnant de voir des révélations aussi explosives, aussi sensibles. Dans un article du New York Times. Il y a des gens qui sont allés en prison pour avoir révélé des choses beaucoup moins sensibles. Et ça n'est pas tout. Voici une brève liste en fait des révélations. On y apprend que le directeur de la CIA, William Burns, a fait une visite secrète la semaine dernière en Ukraine, sa 10e depuis le début de la guerre. On y apprend, alors ça c'est assez amusant en même temps, que dans la nuit du 14 février, la Saint-Valentin, ça ne s'invente pas, 2014, donc en plein milieu du coup d'État de Maïdan, le chef des services de renseignement ukrainiens, Valentin Nalyvaïchenko, a appelé les chefs de la CIA et du MI6 britannique pour leur demander de l'aide pour reconstruire son agence de fond en comble. Autre révélation qu'on trouve dans l'article, on apprend que les responsables du renseignement ukrainien ont donné la nuit même après l'accident, après le crash, la preuve que des séparatistes russes en fait avaient abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines. On y apprend aussi que le chef des services de renseignement militaire ukrainien a fourni à la CIA des informations détaillées sur des derniers modèles de sous-marins nucléaires russes en 2015. Et on y apprend même que le chef de station de la CIA à Kiev était surnommé Père Noël. Alors, ce genre parce qu'il arrivait toujours avec une botte bien remplie. Et là, en l'occurrence, on attend 61 millions de dollars qui sont bloqués. Donc, ça s'inscrit en même temps, la publication de cet article, dans cet affrontement au Congrès sur le déblocage du nouveau paquet d'aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine, que les républicains ne veulent pas. Et que Biden demande à chaque fois qu'il prend la parole. Alors, effectivement, pour allumer un contre-feu. Soit c'est ce qu'on appelle du pre-bunking. Histoire de préparer le public à des révélations très embarrassantes pour le gouvernement américain et pour la CIA. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs, il y a aussi une foule de détails très très intéressants, parce qu'en fait, les révélations concernent en fait principalement la période durant laquelle John Brennan qui avait été nommé par Obama à la tête de la CIA, était le directeur de la CIA. How is Julian doing? Well, so two-day hearing in the Royal Courts of Justice, it was the first time Julian's defence was able to introduce the CIA plots that were against Julian and that emanated under Mike Pompeo when he became CIA director after the Vault 7 leaks. So it was the first time that you had all these establishment journalists in the court who had to hear that out, and the judges were taking notice of it and listening to the arguments, and so it sort of validated that story for a lot of these mainstream journalists, which was very, very interesting and a real opportunity for Julian's defence. The judges, I think my impression was that the judges were more engaged than in past hearings, and I believe that they knew that they were under a lot of scrutiny and political pressure that was coming from countries like Australia, who just the week before the hearing had passed a resolution through the Australian Parliament calling on the UK and the US to bring it to a close and send Julian back to Australia. So I believe the judges there, were feeling the pressure to really behave like they were giving this a proper airing. Yeah. So that was interesting. And then I think one other interesting part about it was, when the prosecution
were talking about the case, and they couldn't rule out that Julian would not receive a death penalty if he was extradited to the United States. So the judges asked the prosecutors, can you rule out that Julian will not be sentenced, will not receive a death penalty? And they said, prosecution had to outright say, no, we can't rule that out, that if he's extradited, that he could potentially receive a death penalty. There was also another interesting moment, prosecution. So what you're saying is that any journalist in the United Kingdom could be extradited to the United States and under these rules, and the prosecution had to say yes, that it would apply to any journalist in the United Kingdom. So having these things aired in court and reported on by all these legacy media journalists was, I think, quite good for Julian's case to have that last week. And look, it's scary. It's scary seeing him in the prison. He was. It was. I didn't have a. Usually we go and laugh and have a joke, but this time I found it quite scary seeing him inside the prison. Why was it scary to see him? For his health, his physical well-being, and his mental health. Going through that hearing process, I think it was very wearing on him, and